Bonjour, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous qui, je l'espère, va devenir un rendez-vous régulier où je vais vous accueillir, moi ou d'autres intervenants, vont vous accueillir de manière quasi quotidienne et qui nous permettra de vous apporter des éclairages sur des situations particulières ou des façons de faire. Une série de thèmes vont être déployés dans les semaines à venir. Je vous en parlerai un petit peu plus au sein de cette émission pour vous donner les thèmes de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs intervenants. Je suis accompagné de Fred Cantier, qui est le président du syndicat, qui vous en dira plus, pour vous conseiller sur les actions à tenir, comment maintenir votre activité. Je suis accompagné aussi de Jean-Charles Costier. Bonjour. De Franck Platzek. Bonjour. Et de Christophe Kinbetter. Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Et je vous propose de traiter quelques questions qui sont essentielles aujourd'hui et qui sont posées par des internautes qu'on a récupérées un petit peu à droite et dont certains peuvent intervenir en direct là. La première, qui est dans tous les esprits, je pense aujourd'hui, qui est dois-je continuer ou non mes consultations? Fred pourrait nous en dire un mot peut-être. Alors oui, on peut continuer les consultations, mais pas en cabinet. En tant que président du SUPACH, j'ai communiqué là-dessus dès samedi aux prémices du confinement qu'allait subir notre pays. On ne peut pas faire prendre des risques à nos clients ni à nous-mêmes en recevant du public. C'est pas quelque chose de raisonnable à faire. Par contre, pouvoir continuer des consultations ou pouvoir donner des consultations à titre bénévole pour faire un soutien à des personnels de santé qui vivent un stress incessant actuellement, tout ça de très bonnes initiatives. Il y en a quelques-uns qui commencent à le faire. Pouvoir poursuivre certaines séances qui peuvent être faites par visio quand on connaît la personne, quand on a déjà suivi et eu un rapport thérapeutique avec la personne, me semble possible. Là, on a quelques invités qui vont pouvoir développer sur les moyens, parce que les plateformes, les moyens de paiement, les qualités qu'on peut avoir selon les façons de filmer, etc. Et puis aussi comment faire, parce que c'est un rapport différent. On n'a pas le contact direct avec la personne, mais effectivement, pouvoir faire par le biais de vidéoconférences, de vidéo one-to-one de la consultation me paraît quelque chose d'essentiel pour la continuité, vu qu'on se prépare quand même un long moment sans pouvoir consulter en présentiel. Oui, certains lieux qui courent nous annoncent des choses allant presque jusqu'à 2 mois. Donc, il paraît essentiel de pouvoir établir au minimum une consultation à distance qui se faisait déjà. Certains praticiens la pratiquaient déjà en cabinet à distance pour des consultations normales. Tu parlais aussi de soutien au personnel soignant. Du coup, une des questions qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, c'est est-ce que je dois faire du bénévolat ou est-ce que je dois continuer mes consultations payantes? Ouais, pour ma part, si c'est dans le cadre d'un soutien de personnel soignant ou même de personnes qui sont pas forcément soignants, mais il y a des caissières, il y a des gens qui travaillent, des éboueurs, enfin tous les gens qui font vivre le pays et qui permettent qu'on puisse vivre ce confinement dans les meilleures conditions et qui auraient besoin d'un soutien psychologique, comme quand on fait dans une cellule psychologique, ça me paraît intéressant de pouvoir le faire bénévolement avec des séances courtes de 15-20 minutes pour apprendre de l'auto-hypnose ou d'autres systèmes pour pouvoir gérer son stress, gérer ces choses particulières. Après, pour ma part, c'est que ma vision. Pour des séances qui sont dans la continuité d'un accompagnement thérapeutique qui était déjà commencé, là, je pense qu'on peut effectivement le faire de manière rémunérée comme c'était en présentiel. Après, peut-être étudier un tarif, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pensent les autres personnes autour de la table. Ça va être dévolu à chacun en fait. Ça, c'est vraiment, ça dépend de la durée, ça dépend. Après,
c'est du travail, c'est du temps de travail aussi, c'est un investissement. Hein. Mais déjà, il y a une première étape, ça va être la mise en place pour ceux qui ne pratiquaient pas les séances à distance. Voilà, sur les moyens techniques, sur la calibration, sur rassurer aussi, parce qu'il y a aussi peut-être des gens qui vont commencer les séances de cette façon-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des gens qui ont annulé tout de toute façon. On le voit sur les réseaux. Hein. Et maintenant, c'est important de pouvoir recontacter aussi les gens pour les rassurer. Pour les rassurer qu'on va pouvoir les accompagner, hein, comme disait Fred, pour les accompagner, pour pouvoir reprendre contact avec eux. Et puis les nouveaux aussi, il va falloir les rassurer sur déjà l'hypnose, enfin le métier de base, et puis aussi qu'on puisse le faire à distance. Ça aussi. Moi, je pense qu'il faut un mix entre le bénévolat et garder les consultations payantes. D'abord parce que vous allez avoir besoin de revenus quand même. C'est important de pouvoir survivre. Et les consultations payantes doivent rester sur ce que vous faisiez avant. Pour moi, les consultations payantes doivent rester au même tarif. Si vous baissez vos tarifs dans ce cadre-là, sur de la consultation classique, hein, pas sur de l'aide ponctuelle à ce qui se passe en ce moment, mais si vous continuez de la consultation classique, gardez vos mêmes tarifs de manière à ne pas décrédibiliser, dévaloriser votre travail et à vos yeux même et à ceux de vos clients. Par contre, pour le bénévolat, je vous y encourage aussi. C'est quelque chose, une action de soutien, et il y en a extrêmement besoin là, ou des cas critiques, intervention sur des cas critiques à distance, ça peut se faire facilement. On va rentrer un petit peu plus sur les outils tout à l'heure. Et je pense que on a un rôle à jouer dans ce cadre-là. Si quelqu'un d'autre veut intervenir sur le sujet. Oui, moi, il y a quelque chose d'important. On voit aujourd'hui qu'au niveau de la société, il y a eu beaucoup de modifications. À la maison, moi, j'ai 4 filles, 3 filles qui travaillent tous les jours, comme si elles étaient à l'école, par des moyens techniques, bien sûr, l'ordinateur, les lives, les instituteurs, les professeurs, les enseignants sont adaptés. Je pense que c'est aussi une évolution de la société au niveau des thérapeutes qui vont eux aussi pouvoir, dans leur pratique, et je l'espère bien sûr dans l'avenir aussi, avoir une partie de ce travail à distance qui reste possible. Quand on est séparé de nos clients, quand on a des clients qui viennent venir nous voir de très loin, ça peut aussi être intéressant de garder ce lien entre des séances physiques. Aujourd'hui, on s'adapte, on n'a pas le choix, on le fait depuis chez nous et c'est ce qu'on est en train de tous faire. Mais peut-être que dans l'avenir, ça restera aussi quelque chose de très utile, qui restera toujours un complément à l'activité telle quelle. Il y a certaines choses qu'on va malheureusement pas pouvoir faire à distance. Je vois mal comment un kiné va pouvoir intervenir sur un corps à distance, quoique il va peut-être pouvoir apprendre aussi aux gens à développer d'autonomie. Et depuis le début, je pense que la thérapie, c'est avant tout amener à nos clients une autogestion, une autonomie pour pouvoir continuer. Pour ma part, j'avais déjà cette activité pour le coaching professionnel, vu que le coaching professionnel, je le pratique pour des cadres qui sont justement à l'étranger et qui ont besoin de contact. Et je pense qu'on est complètement dans ce contexte-là. Beaucoup de nos clients sont des gens qui peuvent, pour une manière ou d'une autre, être isolés, ne pas avoir un espace de discussion libre. Et ça fait partie de notre travail de maintenir ce lien et qu'on le fasse par Skype, par n'importe quel autre outil. Peut-être qu'on va voir quels sont les outils disponibles. Je pense que c'est une bonne solution. Dans le droit fil de ça, j'ai une question qui me paraît intéressante à voir, c'est quels sont les moyens de paiement à distance, si on fait autre chose que du bénévolat, pour les praticiens? Quels seraient les moyens les plus sûrs et les moins chers aussi pour assurer nos paiements à distance? Pour ma part, je dois avouer que des solutions comme Stripe, un peu lourdes, un peu à mettre en place au départ, un peu professionnelles aussi, mais des formations comme des formations, pardon, des outils comme PayPal, simple à installer, simple à utiliser, peuvent être une bonne solution.
facile, on ouvre un compte PayPal en quelques heures. C'est assez facile à ouvrir. Il y a aussi des solutions comme j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. PayPal, Stripe sont des bonnes solutions pour moi. Si quelqu'un en voit d'autres. Je crois que le nom qui te manquait, Philippe, c'est Lydia. C'est ça, c'est Lydia. Voilà. Il y a aussi des solutions sur Facebook. Facebook permet aujourd'hui de faire des transferts d'argent. Alors, il y a des solutions, souvent on parle de solutions sur Internet, mais il en reste d'autres. En France, on a encore la chance ou pas d'avoir des chèques. Il est tout à fait possible de prévoir, et certains thérapeutes le font déjà avec des acomptes, de prévoir que le client envoie un chèque avant pour régler les séances. C'est bien sûr pas idéal. On est mieux sur des séances en ligne. D'autant plus que la question qu'on entend dire, oui, mais si le client n'a pas d'ordinateur, dans le cas d'une séance en ligne, ça va être encore plus compliqué s'il ne peut pas payer parce qu'il n'a pas d'ordinateur. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est virement qui reste possible. Ouais, parce que pas d'échec que du feedback. C'est ça. Mais si on n'a pas d'ordinateur, on a quand même des smartphones. La plupart des gens sont équipés de smartphones maintenant et les smartphones sont très compétitifs pour faire ce genre de travail. Il suffit de télécharger l'application de sa banque et pour faire un virement en ligne. C'est extrêmement rapide et sécurisé. Certaines banques permettent ça. Des comptes comme N26 le permettent aussi de manière quasi instantanée. Donc, il y a pas mal de solutions proposées. Moi, je recommande PayPal parce que c'est une solution fiable, connue, mais certaines banques proposent des systèmes de virement assez rapides maintenant. Et oui, je cherchais bien le nom de Lydia. Il y a Paylib aussi, il me semble, qui permet ce genre de choses. Donc, facile de voir sur Internet, facile à télécharger, facile à installer. Dans le complément, on se fait payer, mais comment fait-on la séance? Beaucoup de questions tournent autour. J'ai envoyé une internaute là qui me dit quel outil pour réaliser la visio, quoi. Alors, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de tester, nous, avec différents outils aussi pour pouvoir faire évoluer entre autres, les cafés Synapse et tout ce qui vient derrière. Maintenant, pour des thérapeutes, avant tout, on l'a dit, soit un smartphone, soit un ordinateur avec une webcam. Il reste quand même très essentiel d'avoir une calibration visuelle de ce qui se passe tant au niveau du client, mais aussi dans le rapport de pouvoir nous exprimer des choses avec le client. Je vous invite à faire des tests avant, bien entendu, pour vous être un peu plus à l'aise avec la caméra aussi. C'est un rapport différent. On en parlera un peu tout à l'heure. Maintenant, en termes d'outils, on a les outils les plus simples pour moi sont ceux qui viennent, par exemple, avec des applications que vous maîtrisez déjà. Messenger qu'on utilisait pour appeler ses proches ou faire des communications entre amis qui peuvent être utilisées. Je vais y mettre un petit bémol, c'est la qualité de la communication. On verra tout à l'heure en posant des fusibles que quand on va faire une séance, par exemple, d'hypnose, il est très important aussi d'avoir posé des fusibles pour pallier aux petites défaillances techniques. Je vous rappelle qu'en ces périodes de confinement, le réseau est moins accessible et moins rapide que ce qu'on pourrait trouver habituellement. Donc, ça va être très important d'avoir des logiciels qui tournent bien. Faites des tests. En termes de visioconférence, on va avoir Zoom US, par exemple, qui est une application qui fonctionne très, très bien, qui va permettre d'avoir, un peu comme j'ai avec Philippe là, si Philippe était mon client, il serait d'un côté, je serais de l'autre côté, on va pouvoir échanger. On va aussi trouver Duo Google. La grande firme américaine, a créé aussi une application. Alors, nous ne l'aurons pas style FaceTime qu'on avait avec Apple. Et ça me permet de parler de toutes les applications que vous avez déjà sur vos portables, WhatsApp, FaceTime, toutes les applications aussi qu'on pourrait avoir. Soyons peut-être un petit investissement quand même, je dirais un pied pour pouvoir poser son téléphone. En tant que thérapeute, ça peut être intéressant d'avoir du mouvement. Si vous êtes en train de tenir votre téléphone devant vous quand vous parlez à votre client, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement aux questions ou si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Alors, savoir que WhatsApp peut s'utiliser aussi sur PC. Il y a une application WhatsApp qui se met sur PC que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'utiliser. Et Zoom, je recommande Zoom qui est vraiment un one-to-one qui
qui reste gratuit et qui permet une qualité d'intervention vraiment assez fantastique. J'aimerais ajouter un point très important, le micro. Vous avez un environnement autour de vous. Vous voyez, là, par exemple, on peut se dire que c'est confinement. Dans l'endroit où je suis, eh ben, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller tondre sa pelouse. Donc, comme il est en train de tondre sa pelouse, avec mon micro, ben, normalement, vous ne l'entendez pas, même si moi, je l'entends beaucoup. On pourrait être un peu embêté dans une séance. On parlait d'un chat ou d'un chien qui aboie, voire même des enfants. Hein, alors, pas qui aboient, bien entendu, mais des enfants qui passent par là. Le micro va pallier à ce problème d'environnement pour regarder. Vous voyez, là, j'ai juste un tout petit micro-cravate ou alors tout simplement, sur votre téléphone, votre casque avec les oreillettes qui vous permettent la mobilité, mais qui vous permettent aussi un meilleur son. Je te rassure, on n'entend pas la tondeuse du tout. Super. Une question technique. Est-ce que WhatsApp sur ordinateur permet de faire passer la vidéo? Il n'y a que le son, je crois, qui passe sur WhatsApp ordi. Écoute, bon, à vérifier. La vidéo, pour moi, elle fonctionne aussi. Hein, à vérifier, mais je crois que ça fonctionne. Je pense l'avoir fait avec la vidéo, moi. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que l'avoir fait avec la vidéo. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? C'est bon. Ben, je vais parler de la question suivante à ce moment-là. Ouais. Comment organiser, à partir du moment où on a le matériel, où on a fait le paiement, où on a le matériel, comment organiser une séance? Comment organiser une séance à distance comme ça? Ben, ce qui est aujourd'hui important, c'est déjà de reprendre contact avec ses clients, c'est-à-dire de pouvoir recommuniquer avec eux, soit par mail, soit par texto, soit par téléphone. Et ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire les types de paiement, quel matériel on va utiliser, de pouvoir le définir aussi pour se caler, faire des tests avant la séance pour que on ait un planning et puis qu'on bricole pas le matériel juste avant. Donc il y a une plage d'organisation avec chaque client concernant quel type de matériel, quel type de paiement, et puis après s'organiser à savoir qui appelle en premier, c'est-à-dire qu'on a un rendez-vous à 10h avec Monsieur X, à savoir à 10h moins 5 qui appelle. Est-ce que c'est le client qui appelle? Est-ce que c'est le thérapeute qui appelle? Bon, moi, pour ma part, je préfère appeler. Déjà, on a déjà une bonne chose de cadrer. On a le paiement, on a le matériel. Je dis le matériel comme Christophe a dit aussi, y compris le matériel audio. Il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir quelque chose dans l'oreille. C'est quand même bien pratique parce que le son, il est là. Alors, c'est vrai qu'avoir ça éloigne, quoi. On ne peut pas s'éloigner beaucoup et avoir une vision complète de la personne. Mais comme ça, tout est cadré et puis on peut organiser son planning. On peut avoir un planning de thérapeute, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rajouté? C'est ce que j'ai mis en place, moi, mais bon, peut-être quelqu'un a quelque chose d'autre. Moi, ce que j'aime bien, Franck, ce que j'aime bien aussi dans les séances, c'est comme c'est inhabituel aujourd'hui, même si j'ai déjà utilisé aussi, comme le disait Jean-Charles, dans le coaching des informations comme ça, c'est d'avoir un petit temps d'accueil. Parce que souvent, dans le retour et dans l'installation du rapport, on l'a quand on accueille nos clients en présentiel. Ben, je trouve que ce temps, il est extrêmement important aussi au téléphone. Discuter, rassurer, cadrer aussi l'entretien qu'on va avoir au téléphone. Ça va prendre un certain temps, oui. Ça va prendre un temps un peu plus long que d'habitude. Enfin, le début de la séance, les premiers échanges, l'installation, l'établissement du rapport, c'est nouveau, quoi. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour la plupart. On peut pas toucher les gens. C'est tout plat. Les couleurs sont pas les mêmes, donc ça va prendre un petit peu plus de temps de rassurer les gens. Si j'ai oublié de parler d'une chose, il y a certaines personnes certains thérapeutes qui souhaitent enregistrer les séances. Eh bien, à ce moment-là aussi, c'est important d'en parler et de le faire valider par le client. Ils enregistrent pour des raisons personnelles, pour pouvoir revisionner, pour pouvoir vérifier ce qu'ils ont fait dans leur travail. Après, peut-être que cette vidéo a une durée de vie, donc aussi en parler avec son client
valider la durée de vie de la vidéo. Est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est 3 semaines? Le temps dont il a besoin? Est-ce que s'il fait des conférences ou donne des cours, est-ce qu'il peut réutiliser cette vidéo? Il faut aussi le faire valider. Il y a peut-être on pourra mettre nous-mêmes des droits à l'image aussi, hein, quelque part en ligne, pour que les gens puissent faire ce travail, c'est-à-dire télécharger et puis se faire signer en ligne par leurs clients. Peut-être Monsieur le Président, il a quelque chose à dire là-dessus, du syndicat. Là, c'est du contractuel, donc c'est du contractuel, ça vaut le coup avant la séance de le faire, parce qu'enregistrer une séance au terme confidentialité, il faut vraiment que le client soit au courant. Donc là, c'est au cas par cas, et il faut que ça se fasse par mail et faire signer par mail la personne si elle est OK ou pas. Peut-être qu'on pourra nous-mêmes proposer un document standard de droit à l'image pour les thérapeutes. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je voulais dire concernant la vidéo et l'enregistrement. La crainte principale pour moi pendant une séance, pour la plupart des thérapeutes, ça va être la pose de fusible. Comment je fais s'il se passe quelque chose qui est pas prévu pendant la séance? Comment je précadre ça? Ça me paraît essentiel d'avoir vraiment un appui majeur là-dessus. Une préparation avant de commencer une séance d'hypnose, par exemple. Si on fait autre chose que de l'hypnose, tant mieux, ça sera plus simple. Mais bien précadrer et bien poser des fusibles. Bien cadrer avec des mots-clés qui puissent aider la personne si jamais il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Et comment vous le voyez-vous? Comment vous le pratiquez ça habituellement? Eh bien, c'est simple en fait. Poser un fusible, s'il y a c'est la phrase type, c'est s'il y a un problème ou quelque chose qui vous dérange, vous pourrez revenir maintenant. Surtout avec un écran de cette façon-là. C'est une phrase simple. Peut-être que oui. Ouais, moi ce que j'aime bien rajouter, c'est le temps. Parce que Skype, par exemple, quand la communication coupe, il y a un petit délai. C'est dire si vous n'entendez pas le son de ma voix pendant 2 minutes de temps d'horloge, alors je demande à votre inconscient de vous permettre de remonter à cette réalité et de reprendre contact avec votre conscience. Une phrase où je vais donner du temps d'horloge. N'oubliez pas, et ça sera peut-être aussi un sujet, le côté dissociatif de l'hypnose et le côté gestion du temps inconscient qui n'est pas la même que le niveau conscient. On pourrait très bien avoir quelqu'un en transe qui n'entend plus le son de notre voix et qui pendant 10 minutes continue son propre chemin, qui serait OK, bien entendu. Donc, bien rajouter le côté 2 minutes de temps d'horloge pour l'inconscient, pour ramener à la conscience. Moi, j'aime bien rajouter une phrase type fusible, en plus des fusibles, de rajouter des mots-clés d'ancrage qui permettent de ramener sur ou un son, au gong, ou quelque chose comme ça, qu'on peut faire plus facilement, qui permet, si j'active ça, c'est une procédure de sécurité, ça permet de laisser émerger la personne immédiatement, de la faire sortir de transe. Ou des mots-clés très directifs à ce moment-là aussi. Dans les séances guidées, on en parlait avec Franck parce qu'on est en train de vous préparer quelque chose de particulier. Ce qu'on aime bien faire, c'est demander aux gens à mettre un timer. Parce que comme ça va être du live, si ça coupe, que le timer les ramène, comme tu le disais Philippe, avec un son qu'ils ont programmé au départ, qu'on leur demandera de programmer pour pouvoir revenir si jamais il y a une coupure d'Internet. Hier, par exemple, j'ai été coupé, moi, d'Internet pendant 1h30 parce que il devait y avoir trop de monde sur les lignes ou je ne sais pas quoi. C'est aussi quelque chose à prévoir, bien entendu. Donc, il y a une autogestion de notre client par rapport à ça. D'autres idées? Alors, on va passer à la question suivante. Je reviens quand même un petit peu sur les fusibles. Poser les fusibles en début de séance, bien avant d'avoir commencé le travail, et répétez-les. Si vous faites de l'hypnose, dès que la séance d'hypnose, dès que l'induction est commencée, répétez vos fusibles. Et répétez-les plusieurs fois pour bien ancrer vos mots-clés ou vos sons ou ce que vous allez utiliser comme fusible. Ça me paraît essentiel. Question suivante. Tiens. L'installation du rapport. Voilà comment calibrer.
comment calibrer me paraît, quand on est dans la ligne droite, moi je pense que établir le rapport, comment l'établir avec l'écran et comment calibrer ce qui se passe. Pour moi, c'est une seule et même question que celle-là. Franck, je vois que tu as appuyé sur le bouton. Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Disons qu'on a quand même une version limitée de la personne, quoi. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important à noter. D'habitude, on est des professionnels de pouvoir visionner de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts et en passant par les cheveux. Et là, ça limite quand même. Donc, il faut être vraiment très, très, très attentif au moindre mouvement. Alors après, c'est vrai que tout à l'heure, j'en parlais, mais plus on a de distance avec l'écran, avec notre client, plus on verra, mais quand même, c'est quand même assez limitatif. Si quelque chose se passe en bas, au niveau des pieds, au niveau des genoux, bouger les jambes, là, il faut vraiment être très, très, très attentif. On va essayer, même suggérer que, en ce qui concerne l'hypnose, suggérer que les signaux, ça soit dans le haut du corps, qu'ils soient faits, pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous. C'est vrai que même si on a une bonne qualité d'écran, et de caméra, on verra pas les changements de couleur, ça va pas être ça, quoi. C'est facile à voir la déglutition, c'est facile à voir les mouvements des mâchoires, des petits mouvements au niveau du visage, un petit peu l'épaule, la respiration. Donc il va falloir vraiment forcer au niveau de la synchronisation sur la respiration, sur le vocabulaire, sur la façon de l'intonation, quoi. En fait, c'est simple, hein, sur la synchronisation verbale, physique, ça va être plus difficile puisque le bas du corps, il reste un tiers de la personne, donc il va falloir forcer sur le physique au niveau du un tiers supérieur, mais c'est au niveau de la voix qu'il va falloir vraiment pousser, quoi, au niveau de la calibration et de la synchronisation. Alors, on peut le faire sans micro, sans casque avec notre client pour le reculer un petit peu, mais bon, c'est pas terrible parce qu'on va pas pouvoir avoir le même impact. Et s'il veut parler, enfin, si on a décidé de le faire parler pendant la séance, déjà que quelquefois la façon de parler de notre client, ça va être un petit peu, il va falloir forcer. Si en plus il n'y a pas le micro qui est prêt, là, ça va être difficile de comprendre. Donc moi, je conseillerais de garder cette distance-là, de bien vérifier ce qui se passe de près, que notre client ait un micro, au moins une oreillette. Moi, j'en mets qu'une parce que j'aime bien entendre ce qui se passe à l'extérieur. Et ça serait vraiment, ça c'est vraiment important, et de bien voir plus que d'habitude, en fait, faire plus attention que d'habitude sur ce qu'on peut voir à l'écran, quoi. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Sur établir le rapport, ça fait partie des 5-10 minutes du début de la séance dont on a parlé tout à l'heure, qu'il fallait vraiment porter une attention toute particulière. Et avec le rythme de la voix, on peut définir la respiration. On peut se caler sur la respiration de l'autre, ce qui est un élément essentiel. C'est une grosse base. S'il y avait une chose à conserver, franchement, c'est la respiration. Et là, on peut, avec la voix, avec le son, la façon dont la personne parle, arriver à se caler sur sa respiration. Écouter les moments où la personne inspire. C'est vraiment majeur, ça. Peut-être qu'en cabinet, il y a d'autres moyens, mais là, ça va être majeur. En fait, par expérience, hein, vraiment, quand on parle sur l'expiration de la personne, on est avec elle. On est avec elle à l'intérieur. Ça, c'est vraiment, je le dis en rigolant comme ça, giga important, parce que c'est majeur de majeur. L'établissement du rapport, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et même si on ne voit que le haut du corps, la ratification va être aussi un moyen d'accompagnement énorme. Oui, je vous vois, oui, je suis avec vous, oui, je vous observe attentivement quand vous ratifiez. C'est le message que vous envoyez, le message d'accompagnement, je suis avec vous quoi qu'il arrive. Une des choses essentielles dans une séance aussi, c'est le signaling, c'est l'installation de signaux. Si on fait des trans un petit peu
de niveau 2 ou 3, on a besoin d'avoir un signaling. Et ce signaling, même s'il est léger, pour la calibration, il est super important. Comment on peut installer un signaling différent? Puisque là, on va pas avoir un signaling à partir des doigts, on va faire des trans plus légères que les trans de niveau 4 ou 5 ou plus. Donc, comment on peut calibrer, avoir un signaling qui nous permette de voir les micro-mouvements et puis de programmer un signaling. Ouais, je vois Christophe qui nous fait déjà un exercice de signaling. Ou alors, ouais. La différente position du corps, bien entendu. Maintenant, on n'est pas à l'abri. On sait que certains inconscients sont joueurs, que l'inconscient décide de faire un signaling sur le petit doigt du doigt de pied. Comme on n'a pas, déjà en séance, c'est compliqué, on est bien d'accord. Là, ça va l'être encore plus. Donc, bien préciser, dans tout ça, je pense que dans le rapport, il y a le rapport d'inconscient à inconscient et de conscient à inconscient. Bien expliquer à l'inconscient de notre client qu'on va avoir besoin encore plus là de son aide et de sa collaboration, et qu'il veuille bien installer des signalings qu'on pourra voir sur le visage, sur les mains si elles sont visibles, tout dépend où on le sait. On a des outils géniaux pour la transe. La lévitation de la main, si on a une lévitation de la main, on va aussi avoir à un moment donné possibilité de demander à l'inconscient d'installer les signaux sur la main qu'à léviter, tout simplement. Comme c'est une dissociation, ça va bien aller à ce niveau-là. Comme je le dis fréquemment, la lévitation du bras, c'est un élément crucial. C'est pas juste un exercice en formation, c'est quelque chose qu'on utilise quasiment systématiquement en cabinet. C'est notre quotidien, la lévitation du bras, et c'est parce que c'est un élément majeur de calibration, c'est un élément majeur de dialogue avec l'inconscient. Et les questions croisées, pour vérifier toujours que vous, surtout à distance, si vous faites une question dont la réponse doit être positive et vous vérifiez cette réponse pour ne pas vous être trompé avec une question identique mais dont la réponse doit être négative. Toujours une question croisée vous permet d'être sûr que vous avez bien vu, bien calibré. Je rappelle que la question « est-ce que ton inconscient peut me faire le signe du non ?» La réponse inconsciente devrait être le oui. Oui. Justement, en vous écoutant, je pense à quelque chose. Là, on est sur une vidéo format télévision, donc on est tous face à notre caméra, d'accord? On a tous cette posture. Et en cabinet, on dit que c'est quand même mieux. Et moi, je l'ai ressenti en coaching. Ce côté face à face, c'était trop frontal. Et je pense que une bonne posture, allez-y, faites-le. Mettez-vous, voilà. Vous restez dans le champ, tout ça, mais voilà, prenez une posture. Vous voyez, ça change complètement la relation. On arrive quand même à avoir une discussion, mais ça enlève le côté frontal de la réflexion. Du coup, vous voyez, on en parle dans les cours. Vous voyez là, tel que vous êtes, Fred, vas-y, mets-toi toi aussi de 3/4. Voilà, en restant sur le camp, mais en gardant un contact visuel avec l'écran. Voilà. Et vous voyez que là, vous pratiquerez une thérapie plus douce, je pense, avec une posture en 3/4. Bah, T'es d'accord, ça sera mieux que ça. Hein. Là, je suis trop près, par exemple. Là, c'est qui est arrivé au 9. On est beaucoup moins confrontant comme ça, oui. C'est ce qu'on prêche en formation aussi. Pouvoir calibrer, mais ne pas être en face à face. Le face à face nous ramène à des instincts de confrontation. Après, on a les signes, comme faisait Milton Erickson, qui expliquait l'apprentissage tout simplement en disant aux gens qu'ils savaient déjà répondre et que l'inconscient pouvait très bien répondre avec les signes qu'ils avaient déjà, comme les hochements de tête ou autres. Être créatif aussi par rapport à ça et laisser la personne. On peut aussi demander à la personne de faire un plan légèrement plus large que nous-mêmes et comme l'a dit Jean-Charles, légèrement de 3/4. Ça permet d'ouvrir davantage de possibilités dans le rapport. Et pas oublier la reformulation aussi. Et le timing de la vidéo, parce qu'effectivement, comme l'a expliqué Christophe, les débits sont des fois un petit peu lents, mais aussi s'adapter au débit de la vidéo et entretenir cette synchro par rapport à la qualité de transmission qu'on peut avoir. C'est là que la ratification est majeure. Oui. C'est bien vrai, ça. Oui.
Une difficulté, bien exemple. Une difficulté qui peut être rencontrée, notre outil majeur, le tournevis de base de notre métier, c'est l'ancrage. Le tournevis de base de notre métier, c'est l'ancrage. Là, souvent, on va utiliser des ancrages kinés. Et là, il va nous falloir privilégier d'autres types d'ancrage. Jean-Charles, je veux bien te passer la main là-dessus parce que c'est riche en créativité de ce côté-là. Mais c'est-à-dire que déjà en cabinet, moi je trouvais qu'on insistait beaucoup trop sur l'ancrage kiné. Alors voilà, tiens, voilà, je vais toucher ton épaule. Attendez, là, voilà, là. Et alors qu'on sous-utilise les ancrages auditifs, les ancrages visuels, ou on sous-utilise des ancrages de type kiné mais mouvement, c'est-à-dire des ancrages où on va utiliser un mouvement d'un client pour ancrage kiné, et non pas un contact. Alors, c'est juste de la créativité après. À partir de ce moment-là, on peut se dire, voilà, tout est ancrage. Quel que soit le mouvement, quel que soit ce qu'on est en train de faire avec le client, ce sera un ancrage. Le fait de faire se lever quelqu'un, le faire s'asseoir, c'est un ancrage. Donc voilà, et là, ce que je vous propose, vous allez vous lever, voilà, là, vous allez vous asseoir. Alors on voit le problème, du coup il faut élargir le champ, voilà, on va garder le contact, mais là maintenant, j'ai mon fil qui est trop court, alors il va falloir trouver des solutions, mais ça va être amusant quelque part de chercher ces éléments-là. Donc déjà, dans le kiné, on peut s'affranchir juste de l'ancrage contact. Après, si on veut vraiment garder un ancrage kiné, on a très très bien la possibilité de faire l'auto-ancrage. On l'utilise déjà dans le cercle d'excellence, un mouvement, un geste, quelque chose qui serait un geste unique. La personne, elle le garde et après, elle fait ce geste à chaque fois qu'elle en a besoin. Maintenant, si on va dans le visuel, on peut très très bien utiliser un geste, c'est-à-dire faire un signe au client dans pas mal je pense à la plongée, on n'a pas moyen de communiquer et du coup on utilise des ancrages visuels c'est des signes, c'est un mode de communication et vous pouvez faire des ancrages visuels assez simples à votre client en faisant des signes, ça deviendra des ancrages visuels. Après, vous pouvez utiliser aussi le visuel interne de votre client. C'est-à-dire que à chaque fois que quelque chose se passe, s'il a un visuel interne riche, parce que on a des clients qui ont un visuel interne proche de l'écran noir, moi-même j'ai longtemps été comme ça, ça a changé avec la pratique de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Je suis arrivé à éduquer mon écran noir et à avoir un visuel construit beaucoup plus riche grâce à de l'entraînement. Donc on peut très très bien générer un visuel construit qui serait un ancrage. Et c'est pareil pour de l'auditif. Donc vous pouvez avoir une phrase type qui génère un ancrage. Vous pouvez également utiliser un mot. C'est très utilisé dans l'hypnospectacle. Et à chaque fois que je dirai Torah, 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 il se passera quelque chose. Oui, c'est pas quelque chose que la personne entendra souvent. Il va falloir choisir un mot unique. Après, on peut utiliser l'ancrage interne. Moi, j'aimerais il y a un élément du cours, c'est l'ancrage doit être unique. Il a plus de chances de marcher s'il est unique. C'est-à-dire que si on utilise une sensorialité, par exemple, que la personne utilise beaucoup, on a des chances à ce que l'ancrage soit pas unique. Donc, vous avez quelqu'un qui est très kiné, vous choisirez plutôt de faire des ancrages visuels ou de faire des ancrages auditifs. Vous avez quelqu'un qui est très visuel, vous ferez soit kiné, soit auditif, et très auditif, soit visuel, soit kiné.
on choisira un système de représentation qui n'est pas le système de représentation privilégié du client. Donc là, ça fait réfléchir parce que ça veut dire que même dans nos pratiques en cours, on enseigne, je sais pas, un protocole complexe comme le Dickens en utilisant, on fait une régression en âge avec je sais pas si je deviens pas un peu trop technique là pour le coup, mais c'est peut-être un focus qu'on pourrait faire. Je crois que mercredi on parle des régressions en âge. Mercredi on va parler des régressions, oui. Et on va parler des ponts émotionnels, on va parler des ponts somatiques. Voilà. Et du coup on verra tout ce qui est pour l'engager même, tout ce qui est au niveau des régressions qui peut nous amener sur un travail de régression. On a programmé ça pour mercredi. Et du coup, pour ces ponts, on verra comment, et je pense que plutôt que d'avoir une discussion généraliste sur tout ça, il faut intégrer comment on peut faire ça dans la situation actuelle. Donc, je vais pas pouvoir remonter physiquement une ligne du temps en touchant l'épaule de mon client, en maintenant une encre. Donc, comment je peux faire des expériences à une personne par rapport à... Il garde une image et il fait une régression en âge. Il obtiendra une régression en âge d'un certain type. Il se connecte à une autre image. Il fait la même régression en âge sur la même période et ce sera pas les mêmes périodes de sa vie. Ce sera pas les mêmes moments de sa vie qui ressortiront parce que il est connecté à une image. Donc, on peut utiliser aussi du visuel pour comparer. Et je pense que ça veut dire que on peut, avant de faire un protocole, mettre en place un jeu, un test avec notre client. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Tester les techniques avant de les utiliser d'une manière protocolaire. Bon, voilà. Ça se voulait général sur les ancrages. Christophe? Ouais, j'aimerais élargir le champ. Moi, j'avais été impressionné il y a quelques années par une désactivation d'encre faite par un spécialiste du domaine, tu me diras, un mentaliste, un très très fort hypnose, Darren Brown, Sir Darren Brown en Angleterre, qui fait une désactivation d'encre sur une salle entière. Il peut pas toucher toute la salle, bien entendu, donc il va le faire avec de la lumière, une lumière plus forte à certains moments pour ancrer le positif, le son, bien entendu, et quelque part l'émotion aussi qui est passée à travers la voix. Tu parlais d'ancrage visuel, il y a bien sûr l'ancrage auditif qu'on a à notre voix. Puis moi, j'utilise un ancrage, on en parlait un peu quand on a discuté de cette émission, il est là, c'est le baume du tigre. Il y a aussi l'ancrage olfactif, et l'ancrage olfactif, c'est aussi quelque chose qui peut être avec le client, quelque chose de très important. Moi, j'utilise énormément dans la préparation à l'accouchement, avec mes clientes et mes clients, puisque certains ancrages vont être compliqués dans cette préparation lors de l'accouchement lui-même. L'ancrage olfactif est très intéressant. Voilà. Et puis, j'y vois un autre effet. Moi, je suis pas très fan de l'odeur hôpital, l'odeur aseptisée. Il y a beaucoup aujourd'hui de produits qu'on utilise dans nos maisons pour faire attention au côté viral. Eh ben, ça ramène peut-être quelque chose de positif, une odeur qu'on va pouvoir avoir, nous, pour être bien. Et je crois que c'est un des sujets sur lequel on ira aussi être bien dans cette situation. On remarque en ce moment, si on colle du positif sur une odeur d'hôpital, ça servira à beaucoup de monde. Hein. Ouais, Franck nous rejoint aussi. D'autant plus que l'ancrage olfactif est quand même surpuissant. Directement relié à l'inconscient. Voilà, c'est prise directe. Et puis Jean-Charles en parlait. Ce sont à la fois l'olfactif et le gustatif, des ancrages qu'on n'a pas l'habitude de surstimuler, comme nos ancrages kinés qu'on utilise très très souvent. Et on peut demander au client de préparer certains parfums ou de préparer certaines choses qu'il a à sa disposition et qu'il aime bien et se servir de ça pour installer les encres en début de séance et pouvoir après utiliser au fil des diverses séances qu'on fera. Non, mais quand on réfléchit sur l'ancrage olfactif, il y a eu un temps où Sapiens se disait, bon, attends, où est la bête? La bête est par là. Et en fait, on a complètement arrêté. On a complètement arrêté, consciemment. Dans une soirée, certaines personnes, vous pouvez dire, attends, je cherche. Ah, c'est par là-bas. Alors que ce temps n'est pas très éloigné.
donne les capacités en nous. Mais sur l'historique de Sapiens, j'aime beaucoup cette référence. Sur l'historique de Sapiens, ça fait que 10 000 ans qu'on a arrêté d'utiliser notre odorat comme ça, sur 350 ou 380 000 ans d'histoire. En proportion, c'est faible. On l'utilise dans certaines circonstances quand même. Si tu vas au restaurant, quand tu rentres dans le restaurant, tu vas faire très attention au côté olfactif pour savoir si c'est une bonne idée de ressortir du restaurant ou de bien vouloir y aller parce que ça sent bon. Ça sent comme ça sentait chez ma grand-mère. Alors moi, ça se passe plutôt inconsciemment, c'est-à-dire que je rentre dans le restaurant et si c'est une catastrophe, je vais avoir une impulsion s'éloigner d'eux. Bon, je ne reste pas ici. Ça peut arriver dans une chambre d'hôtel aussi. Oui, oui. Mais je reviens sur les ancrages. Oui. Position, de faire bouger le client sur la vidéo à distance, c'est-à-dire le faire se lever, le faire se tourner, le faire avoir des gestes automatiques. Rien que le fait de lui demander de se lever, de faire un petit saut, par exemple, pour faire un ancrage dans une séance, peut être quelque chose de très, très fort. Les ancrages comportementaux physiques sont des ancrages qui peuvent être super utiles et très faciles à installer. Très utilisé dans le sport, surtout. Hein. Quand on regarde, je sais pas, on avait un très fort, c'est Usain Bolt. Tout ce qu'il pouvait faire avant une course, comme ancrage kinesthésique, des mouvements qui étaient toujours les mêmes, c'est énorme et un résultat assez performant pour le coup. Tout à fait. Franck pourra peut-être nous en parler, mais moi j'avais travaillé avec un nageur qui me disait qu'en compétition, ce qui le mettait dans l'état mental nécessaire à la compétition, c'était l'odeur du bassin. Et d'ailleurs, il avait besoin de s'imprégner des lieux où ils allaient à la compétition parce que l'odeur n'était pas toujours la même entre les différents bassins. Alors oui, oui. Moi qui ai nagé un petit peu, en fait, pour tout vous dire, un truc c'est difficile à croire, c'est que la meilleure odeur pour moi, c'est l'odeur d'une piscine. Il n'y a pas de parfum qui ait la meilleure odeur qu'une piscine. Qui me rappelle exactement. Eh ben oui. C'est une femme de séduire. Je peux dire que tu as passé 2 heures. Parfumé au corps. Non, ma femme n'est pas là. On saura quoi t'offrir pour ton anniversaire, une pastille de croix. Cet ancrage est phénoménal. Cet ancrage est phénoménal parce qu'il me rappelle tous les moments de ma vie, du début à la fin de ma carrière de nageur, donc ça fait 20 ans quand même, tous les moments agréables. Et tous les autres, mais tout ça, je ne garde que des moments agréables dans l'ancrage. Et c'est assez phénoménal, quoi. Le goût de l'eau n'est pas le même d'un bassin à l'autre. Et le goût va conditionner la température et ça conditionne tout ça. Donc, tous les résultats. Quoi. Cette phrase de Woody Allen, quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Et quelque part, les ancrages, moi, quand je sens du camphre, tu me montrais du baume du tigre tout à l'heure, il y a un peu de camphre dedans, mais quand je sens du camphre, déjà, je suis un détecteur de camphre, j'ai envie de mettre des crampons de rugby tout de suite. C'est un ancrage très très fort. Et pourtant, c'est vieux. Hein. C'est toujours là. Et ça fait faire une régression, tu veux dire, en même temps. Dès que tu entends le camphre, ça fait une régression. Et tu veux que je te dise, je peux même te dire dans quel vestiaire ça me ramène. Oui. Je comprends. Moi, j'entends la voix, telle odeur, j'entends la voix de la personne qui me parlait à ce moment-là. Quoi. La texture du maillot de bain. Il y a tous les objets. On parlait du visuel, mais il y a tous les objets aussi qui rien qu'à le toucher. Le toucher qui nous emmène exactement, précisément sur l'état interne, quoi, sur l'état émotionnel. On voit bien que pour l'acquisition de ressources ou la récupération de ressources, c'est majeur. L'utilisation de tous ces éléments, c'est vraiment majeur dans vos séances à distance pour pouvoir vraiment intervenir. C'est à travers ça que le sujet va lui-même. Nous, on est que des guides.
On n'est que des guides. Et le sujet va aller puiser dans ses ressources internes, va aller puiser dans son histoire à travers des ancrages kinés, mais des ancrages olfactifs. On peut le ramener à se rappeler certaines odeurs. Rien que le fait de se rappeler, on est capable de ressentir l'odeur. C'est un outil qui est vraiment, c'est un outil que je trouve extraordinaire de qualité, de précision, de force et d'une simplicité déconcertante à mettre en œuvre par rapport à tous les protocoles qu'on peut avoir, des trucs compliqués. Ça, c'est un truc de base, c'est un outil de base qui apporte des résultats de dingue. Vraiment de dingue. Et j'encourage chaque thérapeute à utiliser ça, mais comme un outil de base, quoi. Ben, oublions pas que c'est notre principal outil, c'est notre tournevis. Il y a beau avoir des dizaines et des dizaines de protocoles. Quand vous regardez, au final, c'est l'empilement de 6, 7 outils de base. C'est du Lego à partir de 7 Lego de base. Et le Lego principal dans ces 7 Lego de base, on a la ligne du temps, on a des choses comme ça qui sont des Lego de base. Les positions perceptuelles sont des Lego de base. Mais l'outil principal qu'on va retrouver chaque fois dans tous ces montages à base de Lego, tous les châteaux qu'on peut construire à partir de ces 5 ou 6 Lego, c'est les ancrages. À chaque fois, c'est présent. Donc, il suffit d'être créatif dans la façon et d'en comprendre le fonctionnement, de comprendre le fonctionnement des ancrages. On est directement sur la neuro avec ça. On est directement à l'intérieur du plus profond de nos fonctionnements. Quand on a compris ça et qu'on a compris que les protocoles, ça n'existe pas. Le protocole, c'est un outil de pédagogie. Si le protocole, c'est un outil de pédagogie, à ce moment-là, j'ai que 5 ou 6 Lego et le Lego majeur qui va représenter un tiers à lui seul de notre travail, c'est le Lego de l'ancrage. Philippe, je te coupe. En fait, on est à 52 minutes dans le live. Alors, ce qui est génial, c'est que dès qu'on parle d'un outil technique, on est beaucoup plus passionné, on trouve beaucoup plus de trucs à dire que sur les logiciels de visioconférence. Maintenant, est-ce qu'il te reste des questions encore? Oui. Une préoccupation essentielle aujourd'hui, de ce que je vois, il y a pas mal de questions qui sont là-dessus, c'est comment travailler, et est-ce utile de travailler sur le renforcement des défenses immunitaires à travers de l'hypnose ou de l'auto-hypnose? Votre avis? Alors, c'est un vaste sujet, on ne va pas le développer maintenant parce que comme l'a dit Jean-Charles, il nous reste un peu de temps. On proposait avec Franck demain de pouvoir aller un peu plus loin, mais quand même pour donner des outils. On est sur une histoire d'autonomie. Ça tombe bien parce qu'on est en confinement, on est censé s'autogérer. Moi, je vois deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'hétérohypnose, le fait que quelqu'un nous accompagne dans une transe hypnotique pour aller faire ce travail de renforcement. On en parle beaucoup quand on parle de deep hypnose ou même dans d'autres processus de régénération et de défense du système immunitaire. Moi, je fais vraiment une distinction entre l'hétérohypnose amenée par quelqu'un et l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est où je vais laisser faire mon propre inconscient son chemin. Et encore, dans l'auto-hypnose, je pourrais dire que si je m'enregistre et si je me passe ce que j'ai dit, c'est plus de l'hétéro-hypnose que de l'auto-hypnose. Nous, on va développer ce côté-là où on va vous proposer, pour calmer votre stress, des exercices, l'anxiété, bien entendu, mais aussi pour permettre à votre inconscient, qui est celui qui gère au plus profond toute cette notion d'immunité, de résilience, quel que soit ce qu'on peut dire, on va lui proposer de lui passer des messages. On est en train de travailler un peu plus en amont avec Franck là-dessus, pour avoir des messages positifs, pour vous permettre à chacun d'entre vous de faire vos propres outils, pour vous mettre dans cet état positif qui amènera, et tout le monde le sait, quelque chose d'encore plus simple pour être utilisé tous les jours. Que ce soit en hypnose, en hétéro ou en auto-hypnose, l'important, c'est de tout ce que l'on peut visualiser va pouvoir devenir. En fait, ce que l'on dit devient. Ce que l'on pense va pouvoir devenir. Ce qui est important, donc, en début de séance, c'est d'arriver à savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on sait ce qu'on veut,
on va pouvoir l'obtenir. Je dirais que c'est peut-être la partie la plus délicate, en fait, de déterminer son objectif. Et ça, c'est un travail qu'on va vous proposer. Une fois qu'on sait faire la détermination d'objectif, après, vous avez le champ libre et ouvert. C'est avant tout une histoire de croyance, tout ça. Beaucoup de gens disent oui, mais l'auto-hypnose, moi, j'y arrive pas. Oui, mais je préfère que quelqu'un d'autre le fasse avec moi. Ben, vous allez voir, tout ça, c'est un système de croyance. Je rappelle une des règles essentielles que j'aime rappeler en formation, c'est que votre cerveau a besoin de croire pour voir et non pas l'inverse. Si je crois que c'est possible, alors ça devient possible. Et on a tous fait nos petites citations. Donc moi, je vais citer un des auteurs que j'adore, Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bah, du coup, on va vous montrer que même si vous pensez que c'est impossible, vous allez pouvoir le faire, n'est-ce pas, Franck? Absolument, Christophe. Ouais, mais dans ce cadre-là, je vous donne rendez-vous lundi. Je crois que c'est lundi où c'est ça. Vous faites une petite heure là-dessus. Et où vous nous filez des petites astuces à tout le monde. Ça sera ouvert à tout public. Donc, lundi à 14h, je crois. À 14h, juste pour le café. Voilà. Pour le café. D'ailleurs, il me semble que ça s'appelle les cafés de synapse. Ça doit être ça. Il me semble aussi. Jean-Charles, tout à l'heure, sur le renforcement des défenses immunitaires, on a eu un échange tout à l'heure où tu mettais en évidence certains points sur lesquels il faut attirer l'attention. Oui, en fait, on est devant le corps et l'esprit sont connectés, très bien. Je sais pas faire battre mon cœur plus fort comme ça en le décidant, mais je sais que mon cœur peut se mettre à battre plus fort en fonction des émotions que je ressens. Donc, de ce fait-là, grâce à l'hypnose, on sait très très bien que on peut renforcer nos circulations de fluides, circulation des énergies, circulation de pas mal de choses. Donc très bien. On pourrait se dire, bah tiens, faisons un renforcement des défenses immunitaires pour le coronavirus. Bah en fait, je pense qu'il faut avoir le bon vocabulaire parce que il est possible que certaines hospitalisations dues au coronavirus soient liées au fait que on a une surréaction immunitaire. Il peut y avoir des fluides qui vont dans les poumons à cause d'une surréaction immunitaire. Alors, je vous dis pas d'abandonner le sujet de l'hypnose pour le renforcement immunitaire, mais je vous dis de l'adapter, c'est-à-dire de proposer à l'inconscient plutôt un vocabulaire, d'avoir une réponse adaptée et non pas d'avoir une réponse renforcée. C'est pas grand chose comme changement dans le vocabulaire, mais on se dit voilà, je veux être plus fort. Ben, des fois, c'est en étant plus fort qu'on se retrouve à l'hôpital parce qu'on a une surréaction. Donc soyez vigilants là-dessus. Je pense que aujourd'hui, un nettoyage cellulaire, ça c'est pas un problème. Après, dans vos suggestions post-hypnotiques, soyez adaptés à la situation. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il est le mieux de conseiller à la personne. Voilà. C'était juste cette réflexion que j'avais. J'y souscris totalement. Et ton idée du protocole de renforcement, pas de renforcement, mais de nettoyage cellulaire, ce protocole mis au point par Virginie est vraiment une petite merveille d'action parce qu'il va équilibrer juste ce qu'il faut où il faut. Donc ça, je le recommande fortement pour cette période de crise. Utilisez ça. Systématique. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique en résultat. Oui, il me reste très peu de temps, donc je vais conclure et vous donner un petit peu le programme de la semaine, si j'arrive à l'avoir, à me le rappeler. Donc, je sais que lundi, vous allez intervenir certains sur l'auto-hypnose. Donc, lundi, on aura de l'auto-hypnose.
Mardi, attendez, j'essaie de récupérer le programme, voilà. Mardi, non, j'ai auto-hypnose mardi, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Non, lundi auto-hypnose. Mardi, on va vous faire une intervention toujours d'une heure, puisque c'est des séances d'une heure qui auront lieu tous les jours à 14h. 14h, ça démarrera, ouverte à tout public. Donc, lundi, auto-hypnose. Mardi, les différentes sortes de dissociation. Utiliser la bonne dissociation. Et qu'est-ce que c'est qu'une dissociation? Parce que bien souvent, on entend des gens qui nous disent « je fais de l'hypnose sans dissociation ». Il n'y a pas d'hypnose sans dissociation. Sinon, c'est de la relaxation. Mais en réalité, c'est une autre forme de dissociation qui est moins bien connue par le public, mais qui reste une dissociation quand même. Et on vous expliquera les divers types de dissociation qui existent. Régression, pareil. Mercredi, les régressions. Là aussi, il y a divers types de régression, diverses façons de réaliser des régressions. Il y a pas mal de types de régressions qui sont totalement différents. Et on met souvent tout ça dans un même sac. Donc là aussi, on va parler pendant une heure des types de régression. Jeudi, ça sera la cybernétique corps-esprit avec de la sophro, des éléments de sophro. On vous proposera des choses comme la toilette du samouraï, des choses comme ça pour essayer de focaliser vos énergies, essayer de vous aligner, essayer dans cette période un peu stressante de récupérer du calme et des ressources. Et enfin, vendredi, comment gérer le confinement, comment gérer les angoisses et la gestion de conflits. Parce que passer du temps avec votre conjoint, souvent, avec votre famille, avec les enfants, alors qu'habituellement, on y passe peu d'heures dans la journée, finalement. Et là, d'être 24 heures sur 24 les uns sur les autres, ça peut générer certaines frictions et comment les gérer, comment aller trouver des ressources et comment gérer les conflits qui peuvent naître de votre part ou de la part des autres. Et comment supporter vos enfants enfermés à la maison à tourner en rond. Donc, voilà le programme de la semaine. On vous proposera aussi un programme qui est en cours de réalisation pour la semaine d'après. Donc, je vous donne rendez-vous tous les jours à 14h à partir de lundi. Et peut-être qu'on va vous rajouter quelque chose. Alors là, ce sont les cafés Synapse. Et on est en train d'envisager de vous proposer sous une autre forme un tea time. Peut-être plus tard dans l'après-midi, peut-être vers les 17h, voir quelque chose à vous proposer de l'ordre du thé. À très bientôt. Et à lundi pour démarrer avec vous.